On les appelle les anges gardiens de l'autoroute du Soleil. Philippe Vendroux, 49 ans, est patrouilleur sur l'A6. Seul dans son fourgon, il assure la sécurité des automobilistes sur un tronçon de 20 km. En Paris 11, j'ai des débris de pneus sur les voies. Il y a un poids lourd un petit peu plus loin, on lance le dépannage. Ok, c'est bien reçu. Ce jour de grand départ, il fait 31 degrés, plus de 40 sur le bitume. Des températures élevées propices aux éclatements de pneus. Ça va pas être facile. Philippe doit ramasser ce pneu de camion qui pourrait causer un accident à tout instant. L'opération est risquée. Il faut attendre le bon moment pour se lancer. Reste encore le garde-boue du poids lourd. Sur la voie de gauche cette fois. La circulation est trop dense. Il se réfugie sur le terre-plein central, au risque d'être touché par les débris qui volent. C'est chaud là. Plus que chaud, hein. C'est vite compliqué. L'été, l'autoroute du Soleil est la plus fréquentée de France. Plus de 87 000 voitures l'empruntent chaque jour. Journée classée rouge sur les routes de France en direction du sud. Bouchons, chaleur et accidents. Le départ en vacances est souvent une aventure. Merci. Au revoir. Pour tous ceux qui travaillent sur l'autoroute, comme pour les automobilistes. « 6 heures du matin. Cédric, un analyste marketing de 42 ans, s'apprête à traverser la France. C'est le grand départ. Je pars à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud, juste à côté de La Ciotat. Donc, enfin la mer. Cédric part rejoindre sa belle famille pour 3 semaines de vacances. Pour faire les 8 heures de route, il ne sera pas tout seul. Il s'est inscrit sur un site de covoiturage. 3 personnes ont répondu à son annonce. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Marika, une franco-russe de 76 ans, qui possède une maison au bord de la mer à côté de Toulon. C'est une petite valise, effectivement. Oui, j'ai pris les petites, mais il y a le problème qu'on m'a offert les fleurs et je ne peux pas les laisser. Cela, vous gardez avec vous? Oui. D'accord. Très bien. Bon, bah, allons-y. Il récupère ensuite Marie, 55 ans, Enchanté. Bonjour Cédric. Ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Oui. qui part voir sa petite fille de 2 ans et demi à Aix-en-Provence. C'est le casse-tête chinois, les bagages, hein, Cédric. C'est un Tetris. Faut jouer au Tetris. C'est là. Voilà. La dernière passagère, Bonjour Amandine. Amandine, une étudiante de 19 ans. Ouais. Elle rejoint son petit ami en Corse. L'aventure du covoiturage va commencer par un petit accroc. Ah, ça met, je suis en confiance. J'ai pensé qu'il était parti. J'ai à peine touché. Ah, je suis vraiment désolé. Et alors, vos premières impressions à l'arrivée dans la voiture de Cédric? Alors, après ou avant qu'il soit rentré dans la voiture de derrière? Donc, avant, très bien, et après... Un peu moins. Bon, on verra. Chacune a payé 45 € à Cédric, 100 € de moins qu'un billet de train en ce jour de grand départ. Grâce à cela, lui rentabilise entièrement son trajet. Mais entre la récupération des passagères
et l'arrêt à la station essence, la voiture va quitter Paris avec 1 heure de retard. Problème, Amandine a un bateau qui part à 18 h de Marseille. Donc 14h34 supposé arriver, 7h13. Mais avec les arrêts, ça fait un peu plus. Putain, là, le ferry, tu le rases. Ouais, mais je crois que là déjà on est bien parti pour. Hein. Je le sens un petit peu mal quand même. Hein. Non, parce que du coup on peut pas aller à la vitesse qu'on veut quand même. Amandine sait qu'avec les pauses toutes les 2 heures et les 500 km de bouchons prévus ce jour-là, leur voyage va être une course contre la montre pour attraper son bateau. Sur la plus grande aire de repos de l'autoroute A6, 21 000 personnes sont attendues ce jour-là, avec impatience. Pour le directeur de la station-service, Jean-Baptiste Letouzé, 36 ans, c'est l'un des week-ends les plus importants de l'année. Bonjour messieurs, dames. Jean-Baptiste commence sa journée par un petit tour de station. 600 places de parking et 110 hectares de terrain à vérifier et nettoyer. Vous ramassez tous les papiers? Eh oui, quand je les vois, je les prends. Pourquoi? Parce que ça fait sale. Ça donne pas une bonne image de la station. Qu'est-ce que c'est? Un bas de caisse en plastique. Les gens jettent tout et n'importe quoi. Ça va? Eh ouais, C'est quoi? c'est des culottes. On trouve d'autres choses sur l'autoroute. Entre juillet et août, Jean-Baptiste réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires annuel. La plus grosse recette, le carburant. Vous avez combien de milliers de litres d'essence? En tout, Ouais. 36 000. 36 000 litres d'essence. Oui. Et c'est parti, ça sera parti dans combien de temps? Là, oh bah, ce sera parti dans la matinée. Dans cette station, une voiture entre toutes les 10 secondes les jours de grand départ. Dès 8 h, arrivent les touristes étrangers venus du Nord. Ils ont pris la route la nuit. Les Parisiens débarqueront un peu plus tard. 65, 70, et merci. Au revoir et bonne route. Unterschrift, s'il vous plaît. Oh, merci. En 35 ans de caisse à cette pompe, Denis est devenu polyglotte. Ok, non, ok. Au revoir. Fidarzen. Number 8, please. Hey, alors la 8. 37, 74. Vous savez même parler Le belge. Une fois seulement. Et pourquoi vous leur dites un petit mot toujours dans leur langue? Parce que ça leur fait plaisir et puis voilà. Avec le sourire et tout, comme ça ils sont un peu moins dépaysés. Madame, bonjour. Vous parlez anglais? Mais dès qu'il s'agit de renseigner en anglais un client, ça devient plus compliqué. Là-bas, c'est camion, le gros camion. Le pistolet est gros, big. Et non possible réservoir. Ah, c'est cette pompe-là alors. J'ai fait un peu d'anglais à l'école, mais bon, avec une moyenne de 2 ou 3... Bonjour monsieur. Bonjour la 8. La 8. Dans la journée, 2000 véhicules devraient faire le plein. Au revoir, bonne route. Sur les aires de repos, seulement 30% des voyageurs achètent en boutique. Par contre, tout le monde s'arrête aux toilettes. En ce jour de grand départ, Sylvie, mère de famille de 56 ans, les nettoie toutes les demi-heures et change ses gros rouleaux de papier toilette. Sylvie, pour combien de mètres ces rouleaux? 20 km. Et vous en passez combien? J'en passe à peu près un à l'heure. Un à l'heure. Des grands départs comme ça. Ce week-end, 770 km de papier toilette vont être utilisés. La distance entre Paris et Marseille. 15 minutes pour nettoyer les toilettes des femmes. Oui. Oui, c'est le début. 10 pour celles des hommes. Sylvie ne s'arrête jamais. Ah, ils ont tout piqué les brosses, croyez-vous? Il est parti avec la brosse. Il en est vraiment... il part en vacances et il faut qu'il vole parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter une brosse. Franchement. Ah ouais, on a fait faire une enquête. Là, attention, hein, c'est... Les empreintes et tout. Ce mois-ci, Sylvie s'est fait voler 5 brosses à récurer. Dans la réserve, il ne lui en reste plus qu'une. Et voilà. Malgré ses passages réguliers, les toilettes ne restent jamais propres plus de 5 à 10 minutes.
Sur la route, en cette fin de matinée, les vacanciers sont de plus en plus nombreux. Surveillés de près par le poste de contrôle de la 6. Ici, 280 caméras sont braquées sur les 500 km de bitume. 313 Paris-Lyon. Allez, c'est reparti. Jocelyne Proietti, 49 ans, est la responsable de cette tour de contrôle. Tu surveilleras ton bouchon de la boisse, il rétrécit. Elle a commencé sa carrière sur la 6 dans une cabine de péage pour un job d'été. 31 ans plus tard, elle dirige 25 personnes en charge de la fluidité du trafic. En un seul coup d'œil, nous avons une idée de la densité du trafic qui arrive du nord. Là, on a les stations de comptage qui vous donnent le comptage en véhicules heure. Ici, 4140 véhicules toutes les heures. Le seuil de saturation de la 6 est à 3600. Je pense que c'est le trafic estival tout simplement. Pour l'instant, ça passe. Mais au moindre grain de sable, un bouchon peut se former. 24 heures sur 24, 4 opérateurs scrutent les écrans et appellent l'un des 25 patrouilleurs en cas de problème. Bonjour, bretelle de sortie de Chalon-Sud. On a un poids lourd arrêté à 150 mètres de la barrière. Ce camion se trouve dans le secteur de Philippe Vendroux, à une centaine de kilomètres de là. Oui, donc j'arrive sur place à Chalon-Sud. C'est bien reçu. Le semi-remorque empiète sur la voie de droite. Sa présence est dangereuse. Il faut qu'il parte plus vite. Le problème, c'est que le chauffeur n'est pas sur place. Donc je vais aller voir sur le parking si je le trouve. Si tu as la cam dessus, tu me tiens au courant. Ok, c'est bien reçu. T'as pas vu un chauffeur poids lourd, non? Tant qu'on n'a pas le chauffeur, on ne sait pas ce qu'il a exactement. Donc s'il lui faut un dépanneur, le plus tôt il est envoyé, le plus tôt il est dépanné, le plus tôt il a quitté la plateforme de péage, c'est mieux. C'est le contrôleur qui va repérer le chauffeur sur la caméra, un bidon à la main. Visiblement, il était en panne d'essence. Ouais, donc j'ai en visu caméra, donc on a le chauffeur qui revient vers son véhicule, hein, vers le poids lourd. Il est toujours un dépanneur. Pour éviter de payer un dépannage, Problème? les chauffeurs poids lourds préfèrent souvent se débrouiller seuls. Ils ont toujours pour 5 minutes. C'est un grand classique. Puis des fois, au bout d'une heure, ils sont toujours là. Ça peut paraître surprenant, mais tomber en panne d'essence sur l'autoroute est passible d'une amende de 75 €. Allez, go! Une demi-heure, pas plus, hein. Ok? Pour que le poids lourd libère la voie au plus vite, Sinon, c'est dépanneur, hein. Philippe doit jouer aux assistants pompistes. Même pour cette banale intervention, il ne quitte jamais des yeux la circulation. L'année dernière, en France, 18 patrouilleurs ont été blessés, dont 3 grièvement. Pour ce métier à risque, Philippe touche environ 2000 € par mois. En 23 ans de carrière, il a frôlé la mort à 5 reprises. Il a gardé les plaques des points kilométriques de ces accidents. Donc, en fait, c'est un peu dans l'ordre d'apparition. Par chance, il n'a été blessé que légèrement. L'accident qui l'a le plus choqué, c'était en 2000. Philippe venait à peine de descendre de son fourgon quand celui-ci a été pulvérisé par un poids lourd. Au moment où il faut qu'on descende du fourgon, on se trouve dans la caisse pour prendre le matériel, les cônes, etc. C'est un moment où on est très vulnérable parce qu'on est protégé de rien, quoi. Est-ce que vous avez peur pour votre vie, des fois? Le jour où vraiment ça me... je commencerai à me poser des questions, je pense qu'il faudra que je me pose la question d'arrêter, de changer d'activité, quoi. Tout simplement. Oui, oui, clairement. Parce que si on a peur, il ne faut surtout pas y aller, quoi. C'est durant les vacances scolaires que les services de patrouilleurs et de dépannage sont les plus sollicités. Scalom, sa femme, leurs 2 enfants et leur chien sont partis la veille du Danemark. Ils devaient rejoindre l'Espagne, mais la voiture en a décidé autrement. C'est peut-être un problème avec la batterie, je sais pas vraiment. Stéphane Rotinck est l'un des 46 dépanneurs agréés de l'autoroute. Break, problème de frein. Il est arrivé sur place en moins d'une demi-heure. C'est une obligation pour lui. Appelez l'assistance, votre assurance. Assistance. Assistance Ouais. Et vous demandez un traducteur français.
à l'assurance. Tu as le numéro de l'assurance? Oui, oui. Heureusement, Scalom a une assurance qui fonctionne partout en Europe. Alors voyons voir. Je vous donne le numéro d'enregistrement? Les 185 € de remorquage de la voiture seront entièrement pris en charge. Ça se passe bien. Ça va pas que ça va être compliqué. Pour un hôtel, trouver un taxi pour l'emmener à l'hôtel, tout ça. Ça va, une bonne assistance. Pour Scalom et sa famille, le voyage n'est pas près de se terminer. Direction le garage du dépanneur, à 15 km de là. Il nous filme. Il nous filme et on va les filmer aussi. La famille prend la situation avec le sourire. Mais être naufragé de la route ne dispense pas de payer le péage. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Ticket payage, please. Et carte monnaie. Please. Merci. Au garage, un taxi prévu par l'assurance est censé les emmener à l'hôtel en attendant que leur voiture soit réparée. Mais là, personne ne les attend. Pour les clients en panne, une vingtaine ce week-end-là, Stéphane met à disposition un bungalow. Pas vraiment une résidence de vacances, mais des toilettes et un canapé si l'attente s'éternise. C'est dur, il fait vraiment chaud ici. Qu'est-ce qu'on va devenir, papa? Ce n'est que 3 heures après leur dépannage que le taxi arrive enfin. Leur voiture ne sera réparée que dans 2 jours. Il faut prendre les bouteilles d'eau, là. La famille devra passer le week-end à Chalon-sur-Saône avant de reprendre sa route vers Barcelone. Pour les covoitureurs, le voyage ne va pas se passer non plus comme prévu. Après 3 heures de voiture, c'est la première pause pour Cédric et ses passagères. Ça fait du bien. Pour l'instant, aucun bouchon sur l'autoroute A6, tout roule. Ils ont même rattrapé leur retard. Amandine est dans les temps pour avoir son bateau à Marseille. Vous avez pris quoi, vous, alors? Café. Ah oui, Double mais il y a espresso. tellement de types de café. Double espresso. Il faut bien ça pour tenir les heures, non? Ouais. Voilà, c'est minimum. Mais une mauvaise nouvelle, annoncée par la radio de l'autoroute, va venir perturber leur pause café. Sur les routes de France en direction du sud. On nous signale 9 km de bouchons dans le Donc secteur là, c'est de Beaune le- à la suite d'un accident qui s'est produit tout à l'heure. Et conseillé d'éviter cette partie sud de l'autoroute A6. Il faut prendre son mal en patience et puis croiser les doigts. Mais normalement, ça devrait le faire. En espérant qu'il n'y ait pas trop d'autres accidents, parce que là, c'est clair que c'est compliqué. 60 km plus loin, le fameux bouchon est bien là. Les 4 voies sont bloquées. Pour l'éviter, Cédric propose un itinéraire bis à ses covoitureurs, avec l'aide de son GPS. Ah, par contre, il me fait prendre Dijon. Ok. Il me fait sortir là. La fois, s'il fait sortir là, c'est de bouchons après. Ouais. En principe. Voilà, on va l'écouter. Je sais pas du tout si je fais bien, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a. Oui, voilà, c'est ça qui sert. Ouais. Fini les 130 km/h. Nous sommes sortis des sentiers battus. C'est joli en même temps. Voilà. Un petit château en face. Ah ouais. C'est les vacances à la campagne là. À cause de cet accident, ils vont perdre 2 heures. Le GPS leur prévoit une arrivée à 18h à Marseille, l'heure exacte du départ du ferry d'Amandine. Comme Cédric, des milliers d'automobilistes ont quitté l'autoroute. Du coup, la station essence de Jean-Baptiste est quasi déserte. Il n'y a plus grand monde aux pompes. Là, il y en a 4 de prise et 8 de libre. Là, normalement, il y a des voitures jusqu'où? Des véhicules jusqu'au stop, avant le sens interdit. Et aujourd'hui, il y a de la place. Ce jour-là, l'accident causera à Jean-Baptiste un manque à gagner de 40%. « 70 km après la perturbation, les gendarmes du peloton autoroutier de Mâcon sont à l'affût. Ils en sont persuadés. Certains automobilistes vont tenter de rattraper le temps perdu dans les bouchons.
149, 150, 152, tiens, 159. Ok. Tiens. Le monospace Renault gris qui nous passe devant. Un camion là? Derrière le camion. Il y a le Giro. Ah ouais. Il est juste là, le monospace. Scénic? Scénic. Ok. Pour le rattraper, les gendarmes disposent d'une voiture surpuissante, capable d'atteindre les 100 km/h en 6 secondes. Arrivés à sa hauteur, ils obligent le conducteur à sortir à la prochaine aire. Monsieur, bonjour. Contrôle gendarmerie. Je vous demandais votre Dans la voiture, s'il vous plaît, la carte des vacanciers qui sont sur la route depuis 7 heures, dont plusieurs passés dans les bouchons. On vous a contrôlé à 159 km/h pour 130. Vous risquez une amende là, c'est 90 € et la perte de 2 points sur votre permis. Il y avait un peu de place, on a roulé un peu plus vite que d'habitude. Avec les enfants derrière, on roule pas trop vite non plus, mais là on était pressés, les enfants sont un petit peu fatigués derrière. Traquer la vitesse, mais aussi les conducteurs dissipés. Comme le chauffeur de ce bus qu'ils viennent de dépasser. J'ai halluciné ou quoi? Non, tu n'arrives pas. Il est en train de taper un texto, le chauffeur de bus. Ouais. Le chauffeur de bus qui est en train de taper un texto. A priori, le bus est vide si j'ai pas mal vu, mais je suis pas sûr. En réalité, le bus est plein. Il transporte un groupe d'adolescents en colonie de vacances. Monsieur, bonjour. Gendarmerie. Vous savez pourquoi je vous contrôle? Ah, vous regardez simplement l'heure? Oui. D'accord. Ok. Tenez, monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Non. Alors, je sais pas, vous êtes déjà au téléphone, donc quand vous conduisez, je vous demandais de souffler 5 secondes sans vous arrêter, d'accord? 0, parfait. Bon. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Je vous explique, vous allez faire l'objet d'un procès verbal qui a entraîné la perte de 3 points et une amende de 90 €. Et finalement, vous faisiez quoi, monsieur, avec le téléphone, alors? Regardez l'heure. Non, mais vous avez regardé l'heure quand même. Enfin, nous, on était... Non. Je vois ce que je veux dire, c'est passé quelques mètres avant que... D'accord. Et vous ne nous avez pas vu arriver derrière? Non. C'est peut-être à cause du téléphone avec les yeux sur l'écran, non? Professionnel de la route, vous savez bien que j'ai pas à faire ça. Je vois, mais aujourd'hui, nous, on constate que vous avez, je sais pas, peut-être 40 personnes dans le bus, des jeunes, et vous faites usage du téléphone. Pas à le faire, oui, je l'ai fait. Ah, mais c'est juste pour vous dire que c'est dangereux, quoi. Après, d'accord. 150 000 km par an. Charge pour vous de... L'utilisation d'un smartphone au volant multiplierait par 24 le risque d'avoir un accident. Ce jour-là, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. À quelques centimètres des voitures qui roulent à vive allure, ces deux touristes suisses et belges ont entrepris de faire du stop sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pareil. Mustn't to do that. OK? C'est un peu fou pour nous. On vient juste de rentrer d'Inde, c'était la folie. On vient juste d'arriver ici et c'est encore complètement fou. Pour sortir ces jeunes inconscients de l'autoroute, c'est la première fois que je vois ça. Les gendarmes ont appelé un patrouilleur. Ils leur feront grâce des 11 € d'amende prévus par le code de la route. Après 10 heures de voyage, Cédric et ses covoitureuses arrivent enfin à Marseille. Parce que normalement, il faut qu'on soit... Oh punaise, mais non, mais il est là le bateau, il y a un... Il est en bas là le bateau? Porte Chantrac tout droit. Gare maritime, Porte Chantrac tout droit. Hop. Amandine a à peine 20 minutes pour embarquer. Ça, je te laisse sortir. Elle n'a pas eu le temps de repasser chez elle. Ses grands-parents lui ont apporté ses valises et son billet directement au port. On a été inquiets pour... Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Oui. Ah, c'était chaud patate, hein. Billet. Merci beaucoup. Et la valise. C'est bon, le sauveur d'Amandine, oui. Ça y est, là, c'est bon, je peux me détendre totalement. Ça y est, quoi. Enfin. Après avoir déposé toutes ses passagères, Cédric aura mis 12 heures pour rejoindre Saint-Cyr-sur-Mer, 4 de plus que prévu. Hop. Il retrouve sa belle-mère, France. Un petit fond. Merci. Allez,
Alors, bonnes vacances. Hein. Bien mérité, bien mérité. Pour Cédric, demain ce sera à Plage et Farniente. 3 semaines de vacances avant de reprendre l'autoroute dans l'autre sens. Pour un pneu, Benoît va risquer sa vie. Ce patrouilleur s'apprête à traverser l'autoroute. Il doit dégager l'obstacle pour éviter un accident. Cette année en France, 32 de ses collègues se sont fait percuter en intervention. Ouais, 701, donc terminé pour la banane de roulement. Je viens de la ramasser, je repars. Benoît est en charge d'une zone de 60 km d'autoroute, près de la ville de Sète. L'été, il intervient jusqu'à 20 fois par jour, 4 fois plus qu'en temps normal. Direction de Marseille, un patrouilleur est en train de nettoyer la chaussée. La plupart du temps, il s'agit de sécuriser des automobilistes qui se mettent en danger, comme ce conducteur qui roule à 60 km/h avec ses warnings. Nous, on protège et en espérant qu'ils sortent au prochain échangeur. Le patrouilleur se place derrière lui pour éviter qu'il ne se fasse percuter. Quelques minutes plus tard, il remarque un homme sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. L'usager qui s'est arrêté pour souvenir à ses besoins naturels, il pisse. Benoît en rigole. Pourtant, à cet endroit, l'espérance de vie du conducteur est de 20 minutes. Alors, on remercie. Merci, monsieur. Bonne route. Voilà, et qui repart. Allez, le patrouilleur n'a pas de pouvoir répressif. Il s'est contenté de le protéger. Mais l'automobiliste risque 135 € d'amende et 3 points en moins sur son permis si les gendarmes l'interpellent. Après 300 km parcourus, à la fin de la journée, Benoît décharge ses trouvailles à la déchetterie. Ah, ça, c'est l'objet le plus typique qu'on peut ramasser, très dangereux, oui. Ça pèse une trentaine de kilos, mais c'est un mur. Si on y roule dessus, c'est un mur. En 20 ans de métier, ce patrouilleur de 42 ans a vu de tout sur la chaussée. Des chaises, des valises, mais aussi il y a quelques jours une machine à laver, ou même une barque, tombée d'une remorque et récupérée au beau milieu des voies. Des 6, 7 et 8 juillet. Le temps d'un week-end de départ en vacances, nous avons suivi ceux qui, comme Benoît, font vivre l'autoroute. Ces anges gardiens, patrouilleurs et dépanneurs, mais aussi les gendarmes, les employés d'une des plus grandes stations-service et 13 Belges qui voyagent de nuit vers le soleil. Un serpent de bitume qui mène à la Méditerranée jusqu'à la frontière espagnole. Entre Lyon et Perpignan, l'une des autoroutes les plus fréquentées de France. Et la mobilisation commence dès le vendredi soir. Et j'ai parcouru déjà à peu près une vingtaine de kilomètres à bord de la voiture trafic. Et je peux vous dire que la circulation est très chargée en ce vendredi après-midi. Benjamin Sirvent est journaliste pour 107.7. C'est bel et bien l'été à la fois en termes de trafic avec des véhicules présents sur les 3 voies de circulation, mais aussi en termes de température. 33 degrés au tableau de bord. La radio la plus écoutée sur l'autoroute. 6 millions d'auditeurs quotidiens. Bien chargé. Allez, c'est parti. Alors que les automobilistes fuient les embouteillages, Benjamin, lui, a pour mission de s'y engouffrer. On souffre avec les vacanciers, mais c'est plutôt quelque chose qui est apprécié justement de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ces perturbations et qu'on les accompagne. Là, ça y est, on y arrive. Cet après-midi, un accident est à l'origine d'un ralentissement sur 2 km près de Valence. Et là, j'engrange un maximum d'informations, que ce soit sur la vitesse, la longueur du bouchon, le temps dans lequel on y reste. Et ça me permet de préparer mon intervention dans quelques minutes à la radio. Tous les quarts d'heure, Benjamin fait un point sur ce qu'il vient d'observer, en direct à l'antenne. Pour ne courir aucun risque au volant, il prend le micro sur une aire d'autoroute. Vous allez nous
expliquer ce que vous êtes en train de vivre et celles et ceux qui vous accompagnent à Valence. Oui Cyril, je viens de traverser un bouchon et quand on entre dans la difficulté, on passe assez rapidement de 90 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée dans la traversée de Valence, à 80 puis 70 et j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard puisque je continue mon périple sur l'autoroute A7 en direction du sud. Bon courage, merci Benjamin. Au QG de la radio, Cyril centralise les informations pour tout le sud-est. Plus qu'un seul bouchon au lieu des deux, l'un dans chaque sens tout à l'heure. Chaque zone géographique a son propre studio. Là ici, on est en Languedoc-Roussillon. Stéphane Fiot, le rédacteur en chef, supervise l'ensemble. Sébastien, qui s'occupe d'une partie du pourtour méditerranéen. Donc en l'occurrence, la région Languedoc-Roussillon, l'autoroute A9, l'autoroute A61. Comment ça va en Languedoc-Roussillon? Quelques difficultés, trafic dense vers la Méditerranée, mais ça se passe pas trop mal. Là maintenant, on est à Bayonne, on est sur la côte basque et là on est à Toulouse avec Marielle en ce moment qui gère le trafic sur l'agglomération de Toulouse, sur toute la métropole de Toulouse. Voilà, donc en 4 studios, on a traversé toute la moitié sud du pays. Mais le point névralgique, c'est le PC de la société d'autoroute, là où convergent toutes les infos. Stéphane est alerté car un camion a pris feu sur l'autoroute A7. J'ai vu qu'ils avaient neutralisé les 2 voies, il en reste plus qu'une. Grâce aux caméras de surveillance et aux patrouilleurs sur le terrain, les journalistes sont avertis en temps réel des perturbations. L'incident pourrait paralyser toute la région lyonnaise. Et là, en l'occurrence, il y a une entrée d'autoroute qui a été fermée. On comprend bien pourquoi, parce que si on regarde la vidéo, on voit que les pompiers sont sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Donc on empêche les gens de rentrer sur l'autoroute, pas pour les ennuyer, mais tout simplement parce que s'ils rentrent sur l'autoroute, on voit bien qu'ils vont se jeter sur les pompiers. Stéphane a l'obligation légale de diffuser l'information dans les 4 minutes qui suivent l'alerte. Alors, PL en feu, c'est pour ça qu'ils ferment la Bretagne? Ok. Marie, la journaliste en charge de la région Rhône-Alpes, interrompt le programme. C'est un poids lourd qui connaît un départ de feu. Restez extrêmement attentifs. Vous allez passer sur les 2 voies les plus à gauche, voie de droite neutralisée. Vous ne pouvez pas accéder à l'autoroute A7 en direction de Lyon et Paris par l'entrée 10 de Condrieu. Donc là, on a interrompu la musique uniquement pour ceux qui étaient sur le Massif central. Il y a un écran tactile ici. Il y a des petites zones, toutes petites zones. Et du coup, Marie sait sur quelle zone elle doit appuyer pour ne s'adresser qu'à ceux qui sont concernés par ce véhicule en panne. Ce qui veut dire que pour tous les autres, la musique a continué. Et pour bien arriver à destination, Ils ne sont pas les seuls à être soumis à des délais très précis. À chacun son astuce pour bien arriver. À partir du moment où un incident est signalé, les dépanneurs de l'autoroute doivent eux aussi réagir au quart de tour. Ils ont 30 minutes maximum pour intervenir. Philippe est en charge d'un tronçon de 20 km au nord de Nîmes. Cette voiture blanche vient de percuter un rond-point à l'entrée d'une station-service. Bonjour monsieur, dépanneur. Elle est fatiguée, elle a pris le rond-point. Voilà. Bonjour madame. Ça va. Madame, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben, je sais pas, je suis trop fatiguée. Et les ronds-points dans les stations d'essence, c'est le deuxième que je me prends. Alors je suis arrivée là, j'ai pas su freiner. Et puis blanc, je suis repartie de l'autre côté. Voilà. C'est affreux les ronds-points dans les stations d'essence. Ça ne devrait pas être, on devrait pouvoir rentrer tranquille. C'est des sécurités madame pour les pompes à essence. Celle-là, elle partira à la casse. J'en veux plus cette voiture. Me porte malheur. Ces ronds-points servent à faire ralentir les voitures pour qu'elles ne foncent pas dans les pompes à essence. Le dépannage est facturé 187 €, des frais qui seront pris en charge par l'assurance de cet automobiliste. Sa voiture va être immobilisée dans ce garage le temps qu'un expert soit envoyé par l'assurance. Ce qui n'est pas pour arranger Raymonde, qui est en plein déménagement. La merde! Elle a quitté Cannes pour rejoindre la Dordogne. C'est ce que les déménageurs n'ont pas pris. C'est embêtant quand même de laisser ça là. Eh bien oui, je ne voudrais pas le laisser. Je voudrais pas parce que c'est des choses qu'on peut me voler. Non, moi je ne laisse pas la clé. Hein. On ne peut pas prendre la glacière, on ne peut pas tout prendre. Hein. Oh là là, je suis fatiguée. Ça m'a fiché un choc nerveux en plus. Ça fait 2 jours, 2 nuits que je ne dors pas. Et il me fait partir faire 700 km alors que je n'ai pas dormi.
Je lui ai dit, mais non, il n'y a rien à faire. T'avais qu'à me le dire, faut tout lui dire, tout. Prenez ce qu'il y a à prendre, on ferme la clé et je redébranche la batterie. Là, elle va rester en moyenne combien de temps, Philippe? Plus rapidement. L'assurance va la faire enlever, ils n'auront pas de frais de gardiennage. Au bout d'une semaine, après, ils peuvent avoir des frais de gardiennage. En plus. 14 € pour chaque journée supplémentaire. Mais c'est de partout, comme ça, madame, c'est de partout. Allez, on s'avance, on va aller à l'accueil. Vous me suivez? Attends, il y aura des frais de gardiennage au bout d'une semaine. Sur l'autoroute, un accident mortel sur 3 est dû à la fatigue. Pourtant, beaucoup de vacanciers roulent toute la nuit pour éviter les embouteillages. Ces jeunes Belges ont décidé de partir le soir pour rejoindre leur camping au Gros du Roi, près de Montpellier. Ah ouais, donc ça, en fait, c'est des chapeaux que j'avais achetés. Parce que comme on va aller en France, on ne sera pas en terrain conquis. Maxime, le leader de la bande, a tout prévu. On a pris pas mal de stuff pour bien montrer qu'on est belge et se faire remarquer. Ah, t'as les ballons, montre un peu ce qu'ils valent. Pourquoi vous avez ramené tant de ballons? Alors en fait, on n'a pas choisi de les ramener. Mais en gros, attends, viens, je vais te montrer pourquoi. En fait, en gros, on a acheté quelques casiers de bière. Mais juste quelques-uns, quoi, pour être sûr. Parce que bon, en France, la bière, c'est pas trop ça. Et en fait, à l'achat de 2 casiers, on avait un ballon. Et du coup, bah, on se retrouve avec 12 ballons. 9 garçons et 4 filles, répartis en 3 voitures. C'est parti pour 12 heures de route non-stop. Un périple de 1000 km. Maxime est plombier chauffagiste. Depuis 7 ans, il passe ses vacances dans le même camping, son petit coin de paradis. On travaille toute l'année pour avoir des vacances, pour s'offrir des vacances, donc pour moi c'est super important. Décompression totale, et soleil, et fête, et voilà, on pense plus à rien, on se tracasse de rien, on s'en fout, on déconne. Ce qui se passe là-bas reste là-bas, et on verra bien après. Mais avant d'avoir les pieds dans l'eau, Maxime va conduire pendant plus de 6 heures. Puis un ami prendra le relais. Pour ne pas tomber de fatigue, il compte sur cette boisson énergisante. Et là, au bout de 4 heures, vous vous sentez comment? Bon là, franchement, ça va. En vrai, ça va. J'ai pris ça, je vais bientôt manger un petit truc, etc. pour grignoter un peu. Mais franchement, honnêtement, là, ça va. Je me sens encore frais. Maintenant, peut-être que dans un quart d'heure, je vais avoir un coup de pompe. À 3 heures du matin, la fatigue commence à se faire sentir. Maxime et son groupe s'arrêtent pour se ravitailler. Oh. Flo fait pas le plat. Hein. Du carburant pour la voiture et du carburant pour le conducteur. Dans la continuité du premier, ça me suis dit que ça a bien marché, mais on va reprendre un deuxième. Moi, c'est le dernier, après ça, c'est fini. Après ça, je rends l'âme. On est ici, hein, les gars, je sais pas où vous allez, mais... Au même moment, à 100 km au sud de Lyon, la station de Saint-Rambert d'Albon se prépare à une journée chargée. Patrice, magasinier, reçoit la première livraison de la journée, 3 fois plus importante que d'habitude. 6 palettes de marchandises. Aujourd'hui, plus de 45 000 vacanciers sont attendus et ils auront le ventre vide. Généralement, ça part vite. Ah oui, ça part vite, oui. On fait le mural frais, on le remplit au moins 2 fois par jour. Les sandwichs, on arrive à y faire 3 fois à 4 fois par jour, et parce qu'il y a énormément de monde. Direction de Toulon, c'est après Carnot, la sortie 6. Durant les vacances d'été, cette station fait 30% de son chiffre d'affaires annuel et double son personnel. Le rush, Patrice y est habitué. 30 ans qu'il travaille ici, au milieu des vacanciers. Ils s'arrêtent vite fait, hein. Ils font une pause rapide. Hein. Les gens, dès qu'ils ont passé Lyon, ils sont déjà dans le sud. Il faut qu'ils mangent vite et qu'ils soient en vacances au bord de la mer. Hein. Merci. J'ai pas le temps d'y mettre que... Dans 1 heure, 1 heure et demie, il n'y en a plus. J'ai des croissants, des pains suisses et des pains au raisin, si vous voulez. Des coups suisses, vous avez? Des coups suisses? Des coups suisses, qu'est-ce que vous me dites, vous? C'est un truc belge, c'est ça. La Belge, encore la Belge. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Non, c'est pas les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde, c'est les meilleurs. On va gagner la Coupe du Monde. Allez, filez, je vous ai assez vu.
En moyenne, les vacanciers dépensent 7 € dans la boutique. Mais beaucoup plus à la pompe à essence. En cette journée classée rouge, la station a fait des réserves. Près de 540 000 litres de carburant. Elle a aussi mobilisé un vigile pour assurer la sécurité du site. Et ça commence mal pour Jérôme, avec une barrière automatique en panne. Vous allez faire ça toute la journée? Non, non, ça va s'en remettre en route. J'espère. C'est quand il y a du monde que ça tombe en panne. Il faut absolument qu'elle redescende, la barrière? Oui, oui. Pourquoi? Si autrement les clients ils partent sans payer. Autrement je me mets devant, hein, c'est pas grave. Une fois la barrière réparée, Jérôme est interpellé par le caissier. Une famille de touristes allemands refuse de payer. Ils ne sont pas d'accord avec le prix qu'on leur réclame. Mais le problème, c'est que personne ne se comprend. 9. Ok. On leur réclame 71 €, mais selon eux, ils n'ont que 40 € à régler. Combien que t'en as pour... Ah, litre. 40. Apparemment, les touristes auraient confondu le nombre de litres et le prix en euros. Pour lui prouver qu'il se trompe, Jérôme emmène le conducteur à la pompe. Litre. Ok. Ok. Voilà. Jérôme pense l'avoir convaincu, mais le père de famille insiste. Il ne veut donner que 40 €. Non. Non, litre. Et ils veulent pas payer, donc on va attendre. Là, du coup, ça crée un bouchon, ça fait... Oui, ça crée un bouchon. Donc, mais tant qu'ils n'ont pas payé, ils partiront pas. L'unique caisse de la station est complètement bloquée depuis 20 minutes. Fabrice Blangerot, le directeur, est obligé d'intervenir. Un touriste qui assiste à la scène va jouer les interprètes. Mais le problème s'avère encore plus compliqué. Mais il croit que c'est 44 €. Mais le monsieur me dit qu'il a mis 90 €. Non, il a mis 71 €. Non, il me dit qu'il vous a donné 90 €. Non. Non, il a pas donné 90 €. Non, le deuxième. Non. 50. Il me dit qu'il a donné 50. 50. Non. Pour vérifier la somme qui a été donnée à la caisse, Fabrice part consulter dans son bureau l'une des 40 caméras de vidéosurveillance. En quelques secondes, il retrouve la scène. La voiture des touristes allemands arrive à la caisse. Le chauffeur glisse de l'argent, puis le caissier contrôle la somme. Il s'agit bien d'un billet de 50 €. Que 50 €. Ouais. Qu'un billet de 50. Vous lui donnez qu'un billet de 50. J'ai la caméra. Plus d'échappatoire pour les touristes. Ils finissent par payer. Ce problème est à peine résolu qu'un autre survient. Cette fois-ci, de l'autre côté de la station, au beau milieu des tables de pique-nique. L'homme en t-shirt importune des clientes. Il s'amuse à les prendre en photo. Visiblement, il est très éméché. Attention. Portable. Sacoche. Originaire des pays de l'Est, ce chauffeur routier a pris sa pause obligatoire sur l'aire de Saint-Rambert. Normalement, il ne devrait pas prendre la route pas avant dimanche 22 h. Mais si vraiment il est casse-pied, j'appelle la gendarmerie puis ils vont s'en occuper. Mais je veille au grain. Je fais attention à lui. Pour l'éloigner des vacanciers, Jérôme va tenter de le convaincre d'aller faire une petite sieste dans son camion. Where is the truck? Allez, viens. On va au camion? Si. Allez, viens. On va au camion. Comme. Léa? Il est au capot, hein? Non. Ouais, si, capot. Au vu de son état, le routier a bien du mal à reconnaître son camion parmi les 200 poids lourds stationnés. Un cauchemar pour Jérôme. Ouais, tu vois. Yeah. Celui-là? Yeah. Allez, dedans. Allez. Non, mais... Ok? Voilà, nach Brian. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le chauffeur est complètement perdu. Le vigile n'a plus le choix. Il va prévenir les gendarmes. L'homme ne tient même plus debout. Sit down, ok? Oui. Quelques minutes plus tard, ils embarquent le chauffeur.
Les jours de grand départ, les pelotons de gendarmerie d'autoroute peuvent intervenir jusqu'à 70 fois par jour, 3 fois plus qu'en temps normal. À Narbonne, une patrouille est appelée en urgence. Un poids lourd vient de percuter une voiture. Pour arriver le plus rapidement sur place, les gendarmes vont pousser jusqu'à 230 km/h. Cette petite voiture a été percutée, puis poussée sur une dizaine de mètres par un camion. La conductrice est indemne, mais elle est en état de choc. Je suis stressé, je me suis vu. Il a dû me pousser et faire pivoter ma bagnole et après on s'est arrêté comme ça, lui et moi quoi quand même. Vous êtes retrouvés à l'avant du camion. Regardez la gueule de mon côté là, ça a servi de frein. Il n'y a plus de gomme, il n'y a plus rien, je suis sur la jante. Le routier espagnol, ici au premier plan, vient expliquer aux gendarmes que ses freins se seraient bloqués et qu'il n'a rien pu faire. Allez-y. Mais ces derniers vont se rendre compte que le chauffeur a dépassé de 8 heures son temps de conduite autorisé. Il peut repartir, mais doit payer 270 € d'amende. En ces jours de trafic chargé, les excès de vitesse sont rares. Les gendarmes se concentrent plutôt sur d'autres types de délits. La patrouille vient de repérer une voiture transportant 2 jet-skis et circulant sur la voie de gauche. Le gendarme suspecte ce véhicule de dépasser avec sa remorque les 7 mètres autorisés sur cette voie. Il veut mesurer. Les pesons, c'est pas toi qui les as. C'est Fred. C'est Fred. Ouais. Et Fred, il est où? Il est là aussi. Il est là, ouais. 9 mètres. 9 ah bah, c'est ce que j'avais nous dire à pied. Donc vous êtes à 9 mètres de longueur. Donc plus de 7 mètres, c'est interdit, 3e voie. Vous savez pas? Non, pas du tout. Okay. En fait, on m'a jamais arrêté pour me le dire. Non, c'est vrai. En plus, que ce soit ici, même dans le coin sud-ouest Marseille, je le savais pas. D'accord. Là, ce qu'on va faire, c'est les collègues qui ont les... Bon, on va peser la voiture parce que l'arrière semble bien chargé. Ouais, donc ce qu'on fera, on va vous amener là-haut, on va peser, voir si vous êtes en surcharge ou pas. D'accord? Après la longueur, le poids. Pour le jeune homme, les ennuis ne font que commencer. Avec la voiture, il a combien déjà là? La voiture est en surcharge, la remorque aussi. Pour tracter plus de 900 kg, le permis voiture ne suffit pas. 900 la remorque. Et 900 la remorque. Donc il faut que vous appeliez quelqu'un, le véhicule est immobilisé ici. Monsieur? Le jeune homme va tenter de négocier, mais en vain. Il n'y a pas un moyen de faire une fleur? Je suis marrant, là, je suis seul, je combien de corps? Non, là, il faut appeler quelqu'un qui ait le permis requis pour récupérer la voiture et vous. C'est comme ça. Parfois, l'été commence mal. C'est lui qui a les papiers? Oui. C'est toi qui as les papiers, là? D'autres sont plus chanceux. Ah, fais pas trop le malin, toi. Tout a roulé pour les Belges. 10 h du matin, ils prennent enfin possession de leur bungalow. Une fois les bières au frais, les vacances peuvent enfin commencer. Vas-y, commence ça. 2 semaines de pur plaisir. On va bien profiter. Honnêtement, on va bien s'amuser. Au retour, ils feront à nouveau le trajet de nuit. Après, disent-ils, avoir fait la fête une dernière fois. Vendredi 21 août, en début d'après-midi. Sur la route nationale 79, les pompiers de Saône-et-Loire tentent de désincarcérer 2 personnes d'une voiture accidentée. La cheville gauche apparemment serait coincée dans une pièce de métal. Je pense qu'il vous envoie votre dossier en arrière, madame. Vous me dites si ça vous fait mal, j'arrête. D'accord? Apparemment. Attends. Ton coupe-ceinture. Ceinture. Leurs enfants, légèrement blessés, ont déjà été transportés à l'hôpital. À gauche,
Cette voiture grise les aurait percutés de front. Le chauffeur, entre la vie et la mort, est le premier à avoir été évacué. Pour sortir les 2 adultes gravement blessés, les pompiers ont découpé le toit et les portes. On colle le monsieur à la planche. Colle-le en premier. On colle le monsieur à la planche. Et après, on descend la planche. Allez, la tête, c'est Christophe qui va décider là-haut. Pour protéger la colonne vertébrale, la tête du blessé doit être maintenue dans l'axe du corps. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Hissez. Vas-y, baisse la planche, baisse la planche. Bascule la planche. Vas-y, tous les coups sont dégagés, tu peux, c'est le moment. Ça va se bloquer. Vous êtes avec moi là? Allez, encore. Baisse, Xavier. Baisse. C'est bon. C'est bon les pieds. Attends. C'est gauche. Basculez. Bascule pas tout de suite, tire un peu, tire en arrière, bascule, c'est bon. Allez, direction le brancard. C'est bon à 4 les gars? Ouais, c'est bon. Reste maintenant la passagère, dont les jambes sont encastrées dans l'avant de la voiture. Il va se positionner au centre de la voiture et on va pousser le tableau de bord pour dégager vos jambes. Tiens la main. D'accord? On va commencer à dégager. Ça va pousser un petit peu, vous allez sentir les jambes se dégager un petit peu, d'accord? C'est normal. Si ça fait mal, vous me serrez la main. Ça avait été fermé. Bougez pas. Madame, vous avez un morceau de plastique qui est dans votre cheville là. J'ai essayé de l'enlever, d'accord? Vous me dites si je vous fais mal. Là, j'ai dû vous délivrer là, non? Ça va mieux? Vous sentez mieux ou pas là, madame? Ça va? C'est parti. On fait la même manœuvre que tout à l'heure, Paul-Marie. 2 heures après le choc, les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère. Cet accident, qui a fait 3 blessés graves, vient encore alourdir les mauvais chiffres de la sécurité routière cet été dans le département. En Saône-et-Loire, 85% d'accidents en plus en juillet par rapport à l'an dernier. Plus 7% au niveau national. Le département est traversé du nord au sud par l'autoroute A6, l'une des voies les plus empruntées d'Europe pendant la saison estivale. Il est également parcouru d'est en ouest par des routes nationales qu'on appelle RCEA, pour Route Centre-Europe Atlantique. Les véhicules s'y croisent parfois sans aucune visibilité. L'axe est particulièrement meurtrier. C'est justement là qu'a eu lieu l'accident qui a fait 3 blessés graves. Toutes les victimes sont maintenant évacuées. Les gendarmes commencent leur enquête. T'as pas de papier? Il n'y a rien du tout, il a rien là-bas, il a fait juste son téléphone. Il faut d'abord déterminer si l'homme qui conduisait cette voiture en est bien le propriétaire. Attends, je vois qu'il y a des papiers là-bas niveau conducteur. De l'autre côté, là, t'as une carte. Tu trouves ou pas? Il n'y a rien, il y a une flotte, il y a un stylo. Il n'y a que dalle. Les gendarmes vont trouver une étiquette de bagage avec un numéro de téléphone. Ils vont le comparer avec le macaron de l'assurance. Non, j'ai pas essayé d'appeler 190. Vérification faite. Le nom du propriétaire du véhicule correspond bien à celui inscrit sur cette étiquette. Je vais aller leur donner ça, hein, pour moi. Non, mais c'est ça, c'est bon, c'est sûr. Et après, par rapport au téléphone, c'était bien lui. Et le téléphone, on le garde? Comme il s'agit d'un accident corporel grave, l'enquête judiciaire doit maintenant déterminer précisément les circonstances du drame. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des éléments sur le véhicule qui pourront être intéressants pour l'enquête après. C'est-à-dire l'état des pneus, avant, arrière. Regardez le kilométrage s'il apparaît encore sur le compteur. Vérification des papiers s'ils sont encore à l'intérieur. Et des petits points de détail particuliers sur le véhicule qui pourraient éventuellement être intéressants pour l'enquête à suivre derrière. Voilà. Il mesure également la largeur de la chaussée. Donc on est à 3,80 pour une voie. La position exacte des véhicules et les différents points d'impact. Il me manque donc la longueur de la chaussée, ça c'est tout bon. Il doit manquer un point de choc avec le véhicule B, je pense. Ouais, point de choc avec le véhicule B. Ces mesures permettront de réaliser par la suite un plan de l'accident qu'ils pourront comparer avec les témoignages recueillis sur place. Voilà. Comme celui de ce couple de vacanciers, des miraculés. Ils roulaient juste derrière la voiture qui s'est fait percuter. Il y a une voiture qui déboîte en face de nous, pour quelle raison, on ne sait pas. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut au mieux. Donc on a essayé d'éviter, mais on n'a pas réussi complètement. Choqués mais indemnes,
ils peuvent rassurer leurs proches. Bon, vous inquiétez pas, on n'a rien. Hein. Nous, voilà, on est un peu secoués, mais ça va. Donc, ouais, le dépanneur est là, ils vont emmener réparer la voiture, et puis on va rentrer chez nous. Et puis on verra ce qu'on fait après. Hein. À la gendarmerie de Mâcon, comme après chaque accident, le capitaine Peignet, le chef de l'escadron de sécurité routière, vient compléter une carte déjà bien chargée. C'est une carte qui représente tous les accidents du département. Donc les punaises rouges signifient qu'il s'agit d'un accident corporel et les punaises noires, un accident mortel. Et pour les deux roues, on met un petit morceau de papier blanc pour matérialiser les accidents mortels de deux roues. Et cette année, les punaises sont très nombreuses. En 2015, l'accidentologie est en hausse par rapport à l'année précédente et voire il y a 2 ans. Nous sommes malheureusement déjà à 27 tués sur nos routes. 27 tués de janvier à août. Il y en avait eu 30 pour toute l'année 2014. La majorité de ces accidents a lieu sur le réseau secondaire, moins sécurisé et moins surveillé que l'autoroute. Au centre autoroutier de Genêt, 15 contrôleurs se relaient jour et nuit pour scruter les 570 caméras qui filment en permanence l'autoroute de la région Rhône-Alpes jusqu'au nord de la Bourgogne. Ça va, je vous signale, il y a un accident en Lyon-Paris au 446, donc ça bouchonne pas mal. Rien de grave, cette fois-ci le ralentissement se résorbe très vite. Mais il y a de plus en plus de monde sur la route et les automobilistes, visiblement, ne sont pas très prudents. Nous sommes à 3600 véhiculeurs avec une vitesse moyenne à 125 km/h, ce qui n'est pas négligeable. Habituellement, on est plus sur des vitesses moyennes à 117 km/h. C'est une autoroute à 3 voies, il ne pleut pas, on voit à la caméra, il ne pleut pas. Bon. Pour l'instant, le gros du travail pour les contrôleurs est de traiter les appels émis depuis les bornes oranges le long de l'autoroute. Appel d'urgence. Sécurité des autoroutes, bonjour. La plupart du temps, des automobilistes en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais, vous allumez les feux de détresse sur le véhicule, vous vous mettez derrière les barrières et je vous envoie un dépanneur dans 30 minutes à peu près. Les problèmes sérieux vont commencer avec l'apparition de la pluie. Bon, avec ce qui tombe, bonjour. Hein. C'est impressionnant, c'est dangereux. Comme c'est la première pluie chez nous depuis un certain temps, les routes peuvent être particulièrement glissantes. C'est ce qu'on appelle le fameux verglas d'été, c'est-à-dire qu'avec les dépôts de carburant, de poussière, il n'a pas plu depuis longtemps et là, ça peut être glissant. Nos clients peuvent se faire surprendre, effectivement. Ce verglas d'été est peut-être la cause du carambolage pour lequel les pompiers viennent d'être appelés. Gendarmerie sur les lieux. Un accident entre 3 voitures s'est produit sur l'autoroute A6. Les pompiers vont d'abord sécuriser la zone pour éviter d'autres accidents. Tu restes là. Ok les gars, on balise à l'aide des cônes de Lubeck. On remplace le triangle de signalisation, le petit là par le nôtre. D'accord ? Vous n'êtes pas blessé vous ? Non, pas du tout. D'accord. Le périmètre de sécurité est établi. Les pompiers vont maintenant débrancher les batteries de chaque voiture accidentée pour éviter un incendie. Bien. Dans le même temps, le reste de l'équipe a pris en charge les victimes. Les gendarmes, eux, commencent leur enquête. Allez-y, soufflez, je vais vous aider. L'alcool n'est visiblement pas en cause. Il y a eu un ralentissement, le conducteur du premier véhicule a ralenti, a surpris le conducteur du deuxième véhicule qui a tenté une manœuvre d'évitement puisque le choc est minime. Le troisième conducteur, lui, a été surpris et rentré en collision dans le véhicule du milieu. Lorsqu'il pleut, la distance de freinage est en moyenne multipliée par 2. Laetitia, 33 ans, revenait de ses vacances. La voiture qui la suivait lui est rentrée dedans. Vous avez toujours un petit peu mal au dos ? Ouais. Je sais pas si c'est le stress ou si c'est ça. Bon, bah, vous restez bien logé, vous ne bougez pas. Dans ce type d'accident, dès qu'une personne se plaint de douleur, même minime, elle est emmenée à l'hôpital.
On va transporter la personne pour passer des examens complémentaires aux urgences de l'hôpital de Mâcon. Sur les 3 voitures impliquées, 2 blessés légers seront transportés aux urgences. Il faut maintenant vite dégager l'autoroute pour rétablir la circulation. Pour éviter de provoquer d'autres accidents, les pompiers étalent un absorbant sur les taches d'huile laissées sur le goudron. En tout, l'intervention aura duré 50 minutes. Cette nuit-là, au croisement de l'A6 et de l'A40, les gendarmes mènent des contrôles d'alcoolémie et de consommation de drogue. Vous avez juste à souffler 5 secondes dans l'appareil. A priori, une opération de routine. Mais elle va mettre en évidence le retour des comportements à risque. C'est l'une des causes de l'augmentation du nombre d'accidents. Encore. C'est tout bon. Donc vous êtes bien positif, monsieur, d'accord? Donc vous allez venir avec moi, on va vous accompagner. En bas, j'ai mon véhicule avec l'éthylomètre embarqué, on va vérifier ce qu'il en est, d'accord? Pour connaître le taux exact d'alcool dans le sang, le conducteur va devoir souffler dans un autre appareil. Allez-y, donc vous voyez, vous allez voir des petites étoiles. Tant que je vous dis pas d'arrêter, vous soufflez. Encore, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vous invite à constater votre taux, monsieur. Voilà, vous êtes à 1,21 mg, sachant que la limite est à 0,25 avec cet appareil-là. Ça veut dire que vous êtes pratiquement à 2,40 g d'alcool dans le sang. Hein? Avec un tel taux, ce conducteur multiplie par 35 le risque d'avoir un accident. Vous aviez conscience d'avoir autant d'alcool dans le sang? Ah bah ouais, complètement. Je sors d'un mariage. Son permis est immédiatement saisi. Même après 22 ans de gendarmerie, Grégory Vuillaume ne comprend toujours pas ce type de comportement. C'est ça qui est vraiment surprenant. Hein. Vraiment surprenant qu'on arrive encore à avoir des taux d'alcoolémie aussi importants sur des gens qui s'engagent sur une autoroute, quoi. Ça nous surprend vraiment à chaque fois, quoi. Le conducteur ivre a appelé des amis pour le raccompagner chez lui. Il sera convoqué au tribunal. Il risque un retrait de permis, 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Sur le week-end, les gendarmes de Saône-et-Loire vont confisquer 6 permis d'automobilistes en état d'ivresse et 2 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, comme le conducteur de cette voiture. Prenez une bonne inspiration, vous soufflez tranquillement, je vous dirai de vous arrêter. Le dépistage d'alcoolémie est négatif. Parfait, merci. Mais les gendarmes remarquent le regard un peu absent du jeune homme. Des produits stupéfiants? Ah bah oui. Oui, la dernière fois c'était quand? Hier. Hier? Vers quelle heure à peu près? 9h. Ils vont donc le soumettre à un test salivaire. Je vais vous demander de tirer votre langue. Ah, plus grande. Reste encore comme ça. Je vais prendre l'intérieur des joues. Encore. C'est tout bon. Ça donne quoi ici en haut? Ouais, ça part en haut cannabis. Ouais, ok. Donc on va se diriger sur l'hôpital. Le jeune homme ne prend pas tout de suite conscience de la gravité des faits. On va aller à l'hôpital, vérifier. Faire une prise de sang. À l'hôpital de Mâcon. Allez, venez. Plus que sa partie de pêche, le jeune homme risque de perdre gros. Les sanctions sont les mêmes que pour la conduite en état d'ivresse. Les peines varient en fonction du taux de substance dans le corps. Le test réalisé au bord de l'autoroute indique simplement si la personne a consommé récemment du cannabis. Seuls des examens sanguins peuvent révéler le taux exact. Tu peux appuyer? Tu peux récupérer les tubes, docteur, c'est bon? Ouais. Les tubes de sang sont scellés et envoyés au laboratoire. Les résultats seront connus dans quelques jours. De toute façon, je vous dis, hein, si vous avez fumé il y a quelques heures en fait en arrière, vous êtes encore sous l'influence du cannabis, c'est certain. Même si vous n'avez pas l'impression de l'être, quoi. Bah, l'effet, il est quand on... Non, justement, c'est ça qui est
difficile à faire comprendre aux gens, c'est que les faits, non, durent dans le temps, même si vous n'avez pas l'impression que ça dure. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça diminue. L'alcool, bon, le champ de vision est limité, pareil, c'est souvent similaire à ça aussi. Et vous, si vous consommez régulièrement, ben, peut-être que vous n'avez plus l'impression que ça fait encore beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des réflexes qui sont diminués, un champ de vision qui est peut-être aussi diminué, même si vous n'avez pas l'impression que ça vous fait plus rien, enfin, que maintenant ça vous fait plus rien, quoi. En Saône-et-Loire, sur les 5 accidents mortels qui se sont produits au mois de juillet, 4 impliquaient des conducteurs sous l'empire de stupéfiants. L'enquête sur le carambolage qui a provoqué 3 blessés graves progresse. L'adjudant Noël Guinaud a rendez-vous avec la procureure de la République. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Karine Malara a besoin de savoir exactement ce qu'il s'est passé pour engager ou pas la responsabilité pénale du conducteur qui serait à l'origine du drame. Voici le croquis. Donc là, on a schématisé l'axe de circulation, la route nationale 79. Donc le véhicule A se déporte au niveau de l'axe médian, percute le véhicule B qui arrive en face et se retrouve ici, à notre arrivée sur les lieux. Le véhicule B, suite au choc, est éjecté de ce côté. On a une notion de vitesse? Non. Vitesse normale? Les véhicules roulent à vitesse constante. Pourquoi la voiture se serait-elle déportée? Le gendarme et la procureure vont explorer plusieurs hypothèses. La piste du téléphone au volant est vite écartée. L'appareil a été retrouvé dans un sac de sport, à l'arrière du véhicule. Le fait que la personne n'a pas utilisé son téléphone au moment de l'accident. Donc à ce moment-là, j'ai renvoyé également des réquisitions pour que... En revanche, la fatigue, responsable d'un quart des morts sur la route, pourrait être une explication. En particulier sur cette fameuse RCEA. L'axe qu'il a emprunté, la RCEA, donc il y a beaucoup de portions qui sont limitées à 90 km/h. Oui. On est de toute façon sur une longue ligne droite, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, donc une ligne droite qui favorise éventuellement l'endormissement. Sur l'état de santé antérieur de cette personne, puisqu'on s'était posé la question d'un éventuel malaise, on n'a pas d'indication médicale pour le moment. Son épouse m'a dit que son mari avait été victime d'un infarctus du myocarde en 1992 et qu'il était actuellement soigné pour des problèmes cardiaques. Si l'hypothèse du malaise est validée, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée. En revanche, s'il a bien commis une faute de conduite, il sera mis en examen. Et dans ce genre d'accident, si l'un des blessés décède, l'auteur risque la prison. Lorsqu'il y a un homicide involontaire, c'est-à-dire que malheureusement des personnes sont décédées dans l'accident, les peines encourues peuvent aller au plus haut jusqu'à 10 années d'emprisonnement en fonction des circonstances. Et ces circonstances, ça dépend de la faute commise. Donc, par exemple, si la personne était en état alcoolique, le conducteur responsable, j'entends, s'il a commis une faute délibérée, à ce moment-là, les peines sont aggravées. Merci pour le déplacement. Je m'accompagne. Ces enquêtes peuvent prendre plusieurs mois. Voilà. Bonne journée. Les victimes, elles, sont marquées à vie. Cinq mois après son accident, Nadine ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. C'est le trou noir. Elle n'a gardé aucun souvenir du choc et l'enquête n'est pas terminée. Elle a accepté de nous accompagner sur les lieux. Donc voilà, ça s'est passé par là-bas. Moi, j'arrivais donc de Tournu, de cette route. La 6, voilà, je rentrais chez moi, direction de Mâcon. L'accident est survenu là dans le virage. Le monsieur qui est décédé malheureusement, arrivé de Mâcon dans ce sens-là. Le 13 mars dernier, Nadine, employée de la Poste, rentrait d'un dîner entre collègues. Un peu avant 23 h, sur cette départementale, une voiture qui venait en sens inverse se serait déportée avant de la percuter. Une collision frontale d'une grande violence. 20 pompiers de Mâcon sont mobilisés. L'homme qui conduisait cette voiture décède quelques minutes après le choc. Nadine, elle, dans la voiture grise, est dans un état critique. Il y a urgence. Elle est compressée par le tableau de bord. Pour la sortir de là, il faut découper le véhicule. Elle sera transportée à l'hôpital de Dijon
où elle restera plus de 3 semaines. Elle souffre notamment d'une triple fracture de l'avant-bras et d'une fracture de la cheville. Elle n'a jamais voulu voir aucune photo de l'accident. Non, j'ai pas envie. Je me dis que ma mémoire a fait obstruction de l'accident, donc pourquoi reprovoquer les choses? Pourtant, Nadine aimerait savoir qui est responsable. A priori, sa voiture n'a pas dévié de sa trajectoire, mais sans conclusion judiciaire, ses doutes demeurent. J'aimerais connaître les circonstances de l'accident, malgré tout. Savoir si j'ai une part de responsabilité ou pas. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas encore déterminé. Aujourd'hui, Nadine se bat encore pour retrouver le plein usage de son bras, de sa main gauche et de sa jambe. Alors, vous commencez par la marche déjà? Chaque semaine, elle doit faire 4 séances de kiné et 2 séances de balnéothérapie. On marche avant, allez. On se refait une marche avant avec le bon bras. Voilà. Mais là, j'ai du mal à synchroniser mes pas et surtout j'ai du mal, le pied qui a été accidenté, à le faire travailler plus que l'autre. On tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe et on revient. On plie, on tend la jambe. Peu à peu, grâce aux exercices, ses douleurs s'apaisent. Mais Nadine gardera des fragilités. On y va, allez. Ça fait aussi partie du soin, je crois, c'est de faire comprendre qu'il y a forcément quelques séquelles à accepter. Il faut savoir faire aussi le deuil d'une partie de tout ce qu'on pouvait faire avant. Il y a un avant et un après. Et je pense que de pouvoir le vivre de façon sereine, c'est aussi une démarche qu'on doit faire, que l'équipe de soignants autour doit accompagner et faire accepter. Dans 10 jours, elle doit subir une nouvelle opération, une greffe osseuse de l'avant-bras. En France, sur les 7 premiers mois de l'année, plus de 40 000 personnes ont été blessées dans des accidents de la route. Non, vous reculez à nouveau, le bras, même